puis Audrey Poli, expliquez-nous pourquoi il faut aller jusqu'à l'action dans cette demande-là pour bien la conduire. Expliquez-nous aussi la motivation, les raisons qu'il y a derrière. Donc effectivement, je suis gynécologue-obstétricienne et je consacre tout mon temps professionnel aux couples infertiles. Je fais des fécondations in vitro toute la journée et étant confrontée personnellement à l'interdiction d'accès aux origines, puisque je suis née sous X, je me suis bien sûr questionnée, avec peut-être certainement une activité particulière, sur le sort des personnes issues de dons de gamètes anonymes. Je lui ai demandé s'ils pouvaient bien penser, parce que je ne m'entendais pas. J'étais en plein questionnement quand a surgi dans la presse une grande nouvelle. On se félicitait d'avoir mis au monde, du côté de Agen, une petite fille nommée Clara, rien à voir avec Dominique. Une petite fille nommée Clara qui était issue du premier don d'embryon anonyme. Donc là, sincèrement, ça a été pour moi un grand choc. Je me suis dit que les X n'avaient vraiment servi à rien. On n'avait servi à rien, toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes ces familles détruites, toutes ces familles difficiles, pour lesquelles c'est difficile à avancer. Et j'avais deux choix seulement, j'en avais pas trois, j'en avais deux. Soit travailler, me taire, courber les chines, ou bien témoigner, fonder une association et essayer de changer les choses. J'ai choisi la deuxième, évidemment. Et donc j'ai créé une association qui a pour but de donner aux personnes issues d'un don de gamètes anonymes la possibilité d'avoir le choix. D'avoir le choix, ce n'est pas une dictature. On aimerait que les personnes issues du don aient le choix de savoir qui est à l'origine de leur vie, d'avoir le choix d'avoir les informations concernant leur donneur d'hérédité. Les donneurs donneraient en toute connaissance de cause et de conséquences. C'est ce que nous aimerions. On aimerait que ce don, ce changement législatif engendre une responsabilisation du don. Si la loi change un jour, les donneurs ne pourraient donner que s'ils acceptent d'être éventuellement contactés 18 ans après leur don par les personnes issues de leur don. S'ils ne veulent pas donner, s'ils ne veulent pas être un jour contactés, ils ne sont pas obligés de donner. Ça responsabiliserait également les médecins et le législateur. Audrey vous parlera tout à l'heure des dysfonctionnements actuels et passés. Ça responsabiliserait également les parents. Les parents donneraient enfin un vrai consentement libre et éclairé quant à leur choix d'avoir recours à un donneur. Ils sauraient que leur enfant pourra, 18 ans plus tard, comme tout à chacun, comme vous aussi, désirer savoir qui est à l'origine de leur vie. Alors, je vous attends juste une minute. En fait, quand nous nous sommes parlé avec les uns et les autres sur ce sujet pour préparer cette table, j'ai été frappée par quelques mots employés. Nous avons un peu le sentiment, enfin pour les enfants en tout cas, nés d'un don, d'être des sortes de rats de laboratoire. Ou encore, je ne suis pas juste née d'un matériau, je voudrais mettre un visage sur celui qui m'a conçu. Et la troisième phrase aussi qui m'a vraiment beaucoup frappée, c'est « je ne veux rien revendiquer », pas d'héritage, rien, enfin, simplement savoir qui est celui, mettre un visage, savoir qui est celui qui m'a fait ce cadeau, et maintenant il faut que je vive avec ça. C'est bien cela en fait qui revient à chaque fois dans les phrases des uns et des autres. Vous souhaitez réagir? Alors c'est exactement cela. En réalité, effectivement, les personnes issues d'un don sont parfois considérées par les médecins qui ont permis leur venue au monde comme des cobayes, voire des rats de laboratoire. J'en veux pour preuve la conclusion d'une thèse de médecine de l'épouse d'un des fondateurs d'une des premières banques de sperme en France, qui est la suivante. Au terme de cette étude, une question importante reste encore posée. L'insémination artificielle doit-elle être utilisée en vue de l'amélioration de la race humaine? Chez les animaux, par la sélection des reproducteurs, on a pu accentuer considérablement certains caractères avantageux, augmenter la production de lait chez la vache par exemple.
Chez l'homme également, cette sélection peut se faire à deux niveaux, au niveau du donneur d'une part, au niveau du couple inséminé d'autre part. Et dans cette thèse, il était indiqué que les donneurs étaient déjà sélectionnés pour leur qualité physique et morale supérieure à celle qu'on attend normalement d'un mari. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le demande, mais ça pose quand même question. Et puis, il faut savoir également que les personnes issues d'un don de gamètes ont été l'objet d'études sans que personne n'en soit informé. Une étude notamment qui a fait scandale en 1992, puisqu'une banque de sperme située à Marseille a diffusé auprès de chercheurs du CNRS le nom de 120 personnes issues d'un don. Les chercheurs du CNRS se sont rendus dans les écoles dans lesquelles se situaient ces enfants, leur ont fait passer des tests destinés à mesurer de leur propre aveu l'impact de la congélation du sperme sur le devenir du développement mental de ces enfants, sans en avertir ni les enfants, ni les parents, ni même les chefs d'établissement scolaire. Donc effectivement, les personnes issues d'un don gamète ont parfois le sentiment d'être considérées comme des cobayes, et à juste titre, puisque effectivement il y a eu des expériences de fait. Si en 1994 le législateur a jugé opportun d'interdire les mélanges de sperme, c'est bien que de telles pratiques avaient cours. Donc effectivement, il y a un besoin de se réapproprier une forme d'humanisation pouvant mettre un visage sur la personne humaine qui leur a permis de venir au monde, d'autant plus qu'elle sert également quels sont les enfants produits en masse, puisque avant 1994, il n'y avait aucune limite quant au nombre d'enfants susceptibles d'être conçus avec le même donneur. En 2004, on a passé cette limite qui était à 5 initialement à 10, et aujourd'hui encore, il n'y a aucun respect d'une telle limite, puisque en réalité, comment ça se passe? Un donneur, lorsqu'il se présente dans un centre, son nom est numéroté, et on vérifie que la baguette numéro 312 ne donne pas naissance à plus de 10 enfants. Sauf que si M. Dupont donne à Paris, puis il donne à Lyon, il y aura 2 numéros de baguette, et donc le chiffre de 10 sera multiplié. Et lorsqu'on a soumis à l'Agence de la biomédecine la possibilité, comme ça, qu'il y ait des donneurs itinérants, initialement, on a dit que cette hypothèse relevait du fantasme. Sauf que 6 mois plus tard, c'est le président de la Fédération française des sécos lui-même qui a admis avoir déjà rencontré des donneurs qui s'étaient inscrits dans les 24 sécos de France parce qu'ils estimaient avoir une haute opinion d'eux-mêmes et qui voulaient répandre leurs semences sur la France entière. Et Monsieur Louis Bujon, qui est le président de la Fédération française des sécos, a dit le premier qu'il avait rencontré 2 profils de ce type, 2 donneurs de ce profil, avoir refusé le premier, puis finalement avoir accepté le second, après lui avoir simplement réexpliqué l'esprit du don, ce que ce dernier aurait finalement parfaitement compris. Moi, ça me fait un peu froid dans le dos, d'autant plus qu'avant 1994, il n'y avait aucune limite. Aujourd'hui, il y a une limite, mais elle n'est absolument pas respectée. Et je vous invite à lire, parce qu'on a beaucoup entendu dans les médias l'histoire de ce donneur qui s'était aperçu qu'on avait mis au monde à partir de ses gamètes 150 enfants. Les médias français nous disent heureusement en France on a cette limite de 10, sauf que cette limite de 10, elle n'est pas respectée, puisqu'il n'y a aucun regroupement, il n'y a aucun fichier central en fait entre tous les sécos pour s'assurer que le candidat bon n'a pas déjà donné soit dans le même centre ou même dans d'autres centres. Ça me paraît particulièrement grave. Je vous invite à lire par exemple le roman Le Donneur de Kierkegaard. C'est un roman, mais l'auteur explique en préambule qu'il s'agit d'une histoire vraie qui n'a changé que les prénoms. C'est l'histoire d'une personne qui a donné son sperme tous les lundis, mardis, mercredis, vendredis, samedis, pendant 20 ans à Paris. Et il fait les comptes. À la fin, il a mis au monde 4723 enfants. Donc moi, je veux bien qu'on se pose la question des Américains qui ont mis au monde 150 enfants, mais il faudrait peut-être déjà balayer devant sa porte. Et donc ces personnes-là, qui se savent issues de toute cette cuisine procréative sur laquelle on a un peu joué contre l'apprenti sorcier, elles ont effectivement besoin de retrouver une intimité, une singularité, une humanité, et tout ça, ça passe par le fait de pouvoir mettre un visage humain. Aujourd'hui, on leur interdit, au nom de leur bien-être présumé, l'accès au savoir sur soi.
soi. Or, il y a des donneurs qui sont tout à fait disposés à faire connaître leur identité, puisque ces donneurs qui ont donné auparavant disent qu'à l'époque, ça leur a paru facile, mais qu'aujourd'hui ça les tourmente, et qu'il y a des donneurs de l'association PMA qui nous disent qu'ils seraient tout à fait prêts à se faire connaître, puisqu'ils n'ont pas donné pour que d'autres en souffrent. Justement, alors, déjà, vous avez déjà un petit peu avancé ce que vous allez me dire tout à l'heure, ça quelles sont les irrégularités, sur quoi vous vous articulez pour mettre en route ces procédures. Et Madame Michel-André aimerait bien intervenir, et je ne vous oublie pas, Pauline. Oui, mesdames, messieurs, merci de cette organisation, chère amie. Merci de m'avoir confié ce soir. Moi, c'est comme parlementaire, je voudrais réagir sur cette problématique, parce qu'en fait, elle est en permanence posée, cette question. Comment le législateur, puisqu'on nous donne ce pouvoir, doit-il se comporter sur une évolution de quelque chose finalement qui est assez récent, la PMA, les lois ne sont pas si anciennes, et je me suis aperçu lorsque j'ai proposé au nom d'un groupe de travail des sénateurs d'apporter un dispositif légal d'encadrement sur la gestation pour autrui, je me suis aperçu par rapport à certains de mes collègues sénateurs, la question de la procréation médicalement assistée était loin d'être digérée par beaucoup de mes collègues. C'était une surprise. Mais je voudrais dire que sur tous ces sujets, et très récemment on s'en est rendu compte, on voit bien que le législateur a du mal à suivre ces questions de la société. On comprend pourquoi, quand on regarde les questions d'éthique, les questions de sexualité, les questions d'argent, parlons des choses simplement qui peuvent survenir. On voit bien combien parfois le législateur met en attente, pense que ça va se régler, et en fait laisse des ombres impressionnantes sur ce sujet. Donc je pense qu'on y reviendra sans doute, mais je crois qu'il faudrait beaucoup de se débarrasser de beaucoup de peur, essayer de regarder ces questions pas par rapport à soi-même, mais avec la raison est loin de se raisonner suffisamment pour essayer d'apporter de la rationalité, du respect de ce que peuvent porter les autres. Mais sur ces problèmes d'anonymat, il est clair que la France, en fait, est impressionnée par quoi? Par, je me souviens de ça, les années frappées d'autres personnes, je me souviens de la recherche pathétique d'une jeune femme qui disait être la fille de Yves Montand. On a exhumé tout ça pour des questions d'argent et de succession. Et au fond, c'est notre droit civil qui ne bouge pas, comme s'il devait rester éternellement le même, alors que tout a changé autour de lui. Mais j'y reviendrai sans doute. Très bien. Ce qu'on peut entendre aussi dans le propos à la fois de le propos introductif de Pauline comme celui d'Audrey, c'est que c'est comme si on avait à la fois mis en place une avancée médicale, évidemment, mais que l'on n'a pas anticipé sur ce qui va bien venir un peu plus tard sur les résultats. C'est bien cela? Voilà, clairement, oublier l'enfant. On est dans un droit qui est un droit de la procréation médicalement assistée. Tout est fait pour la venue au monde de cet enfant et on a oublié le principal intéressé, l'enfant. Et les personnes issues d'un don de gamètes, pour rebondir sur ce qu'a dit Michel-André, ne sont pas du tout en quête d'une nouvelle filiation. Le code civil est très clair de toute façon à supposer même qu'une d'entre elles ait envie de chercher de nouveaux parents. De toute façon, l'article 311-19 du code civil prévoit qu'aucun lien de filiation ne pourra jamais être établi entre un donneur et une personne issue de son don, et que le membre masculin du couple qui a eu recours à une PMA avec donneur ne pourra jamais désavouer sa paternité. Et donc les problèmes de droit des successions, etc., sont totalement exclus, puisque de toute façon, il n'y aura jamais de lien de filiation. C'est simplement un besoin de connaître sa véritable identité, de pouvoir s'inscrire dans une lignée humaine, et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la quête de nouveaux parents. Ces personnes-là ont été très désirées par leurs parents, et elles ont noué avec leurs parents des liens qui sont indéfectibles, tant sur le plan affectif que sur le plan juridique. Michel-André, vous vouliez s'intervenir? C'est extrêmement intéressant cette question de comment nous pouvons mettre en route des dispositifs sans les prévoir de façon importante sur tous les aspects. Oui,
Voilà, et c'est bien la question. Alors, oui, Alex, vous vouliez intervenir tout de suite là-dessus, je vous en prie. Tiens, pendant qu'on en parle, puisqu'on aurait parlé de l'article 311.1, qui effectivement interdit à au père, en tout cas, dont l'enfant est né par don de gamètes, de contester sa filiation. Et ça servira de propos introductif, parce que ce que j'espère pouvoir dire ensuite, c'est que cet article ne fonctionne pas, parce qu'il est entièrement soumis à la volonté des parents. Et les affaires ont été jugées en non attestées. Si les parents s'entendent pour cacher au juge, au moment de leur divorce ou au moment de la contestation, le fait que l'enfant est né d'un gamète, le juge n'a aucun moyen de savoir. Ce qui a permis à certains pères dont l'enfant était né d'un don de sperme de contester leur filiation et de faire tomber la filiation. Le secret de l'assistance médicale à la procréation fait que le juge n'a aucun moyen de savoir si les parents décident de lui cacher que l'enfant est né d'un don gamète. Voilà, je voulais juste souligner l'inefficacité de cet article. Oui, vous souhaitiez encore intervenir. Le droit est une chose, je ne suis pas juriste. Je voudrais juste revenir sur la base de la réflexion, parce que c'est quand même une situation qui effectivement a été impensée, voire mal pensée. Lever l'anonymat, ce serait avant tout humaniser le don. Je vous ai parlé de responsabiliser le don, parce que chacun se redonnerait un consentement libre et éclairé, enfin, à cette technique. Et il faut bien voir qu'avec l'anonymat, les gamètes sont devenues des cellules totalement interchangeables, indifférenciées. Elles sont décrétées sans importance, sans provenance, et les gamètes, je pense que personne ne contredira, n'aura un contraire, mais sont incontestablement les vecteurs biologiques de notre humanité. Et ces gamètes sont étiquetés, vitrifiés, appareillés, recongelés, donnés, voire redonnés. Ça arrive. Et le tout sous couvert de générosité. Elles sont consciencieusement anonymisées et toutes ces petites miettes de corps ont pour vocation finale de ne plus du tout être reliées à l'humain. Alors là, on entend, pour avoir bonne conscience, certaines personnes, souvent des psys d'ailleurs, dire « Oui, mais l'enfant, il a besoin de narratif, pas d'informatif. » Alors si vous pensez qu'un enfant va grandir en se laissant compter son histoire, c'est quand même affolant. On entend également « Oui, mais l'enfant, il est de la pensée fécondante de ses parents. » Donc là, c'est quand même incroyable. Et il y a un moment, il va falloir un petit peu arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Le donneur a bel et bien donné. L'enfant, issu d'un don, il est là, en chair et en os, et la preuve que le donneur a donné. Bien sûr, sans le projet parental de ses parents, il ne serait pas là. Et le donneur a donné ses gamètes. C'est aussi simple que ça. Les enfants veulent juste pouvoir grandir et devenir adultes et s'ancrer dans une réalité humaine, comme chacun d'entre vous. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas lieu de diaboliser ou de minimiser. Il serait temps d'apprendre à articuler ces deux filiations, la biologique, la sociale et l'affective, de bien comprendre que toutes ces personnes ne sont pas en quête de parents, ils ne sont pas issus d'un adultère, ils ne sont pas issus d'une relation de passage avec un homme inconnu, non. Entre nous, quand il y a une relation un peu terrible, la femme a choisi son amant. Là, c'est le médecin qui a choisi le donneur. C'est pas tout à fait pareil. Donc, séquestrer ainsi, de façon arbitraire, des données aussi importantes faisant partie de l'identité d'un tiers, c'est quelque chose qui doit changer. Les mentalités doivent évoluer. Il ne faut plus avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de cette tierce personne, puisqu'elle est bel et bien là. Elle a bel et bien existé. Et on fait le destinataire du don, c'est pas le couple, celui qui porte l'hérédité du donneur, c'est bien l'enfant. Il est amené à véhiculer cette hérédité, à la transmettre. Donc on parle toujours de don aux parents, non, c'est un don à l'enfant. Donc les enfants d'ailleurs, une des plus grandes souffrances de ces enfants, c'est justement qu'ils sont considérés comme immatures et qu'on leur dit « vous ne devez pas savoir ». Et c'est pour votre bien. Dominique Besson, vous avez envie de réagir là-dedans. Quand j'entends ce qui est dit, je soutiens tout à fait la démarche de Pauline et Audrey, parce qu'il me semble bien qu'il n'y a absolument rien qui puisse justifier qu'on crée un secret, et du point de vue des parents, il n'y a rien qui le justifie. Le fait,
couple infertile se fasse aider pour devenir parent n'implique absolument pas une obligation de cacher cette chose-là et de cacher toute cette partie qui est si importante dans la vie de l'enfant. Et je m'interroge fortement sur la raison et sur la motivation de ce secret. On dit ça protège, ce secret protège. Mais moi je pense qu'il ne protège pas les enfants, je ne pense pas qu'il protège les enfants, et excusez-moi, je ne pense pas qu'il protège non plus les parents dans cette histoire. En tant que parent, vous participez à un projet parental, vous devenez parent. Il n'y a pas de honte à se faire aider, il n'y a pas de... Je ne vois pas comment de recacher les choses. Il me semble que dans cette histoire-là, c'est un vieux fond, je dirais, de vision religieuse qui nous empêche d'ouvrir les yeux. Il me semble qu'en fait, la situation actuelle, elle pourrait se résumer à dire c'est ni vu ni cocu. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance encore à voir le don comme quelque chose, comme une relation adultérine qu'on voudrait cacher. Et ça n'a rien à voir. Donc moi, je soutiens tout à fait cette idée de transparence, que les donneurs, que surtout les parents, que le système médical assume la réalité des choses. Et pour être à la tête d'une association où les enfants sont venus au monde grâce au don de gestation, ou dans certains cas aussi d'un don aussi, je peux vous dire qu'il n'y a aucune difficulté à expliquer à des enfants d'où ils viennent. Et ce n'est pas mettre une priorité dans les liens, dans les origines, c'est juste ces enfants ont droit à la totalité de leur histoire. Et cette histoire, il faut l'assumer, parce que c'est quand même la contradiction. Et je conclurai là-dessus en tant que parent. On ne peut pas faire des actes qui font venir au monde des enfants et ne pas les assumer. Enfin, si on a fait des actes, c'est qu'on pensait qu'ils étaient bons, et à ce moment-là, il va les cacher. Une histoire très traditionnelle, très forte, influencée par la honte portée par une femme enceinte et qui, pour des raisons ou d'autres, a un environnement familial qui ne veut pas d'enfant. Au fond, le sous-X est venu du fait que ces enfants qu'on appelait, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, bâtards. Alors aujourd'hui, ce mot est oublié, peut-être. Moi, il m'arrive de penser qu'il n'est pas si loin. Donc c'était comme une espèce de faute des femmes. Et c'est l'éternel problème, la faute des femmes. Et donc la femme qui a fauté, on lui impose d'accoucher sous X comme ça, le lien est rompu, et on l'a puni d'avoir une relation sexuelle, quelle qu'elle soit. Et dans cette problématique-là, qui est celle de la gestation pour autrui, du don d'ovocytes, du don de sperme, on est bien sur la problématique d'une révolution qui s'est installée, qui est le fait de pouvoir avoir un enfant, faire un enfant, attendez, si on veut parler de faire ou avoir, mais on va pas revenir sur le débat précédent, mais qui est de le faire sans relation sexuelle. Et c'est curieusement cette absence-là de sexualité qui redonne une obligation de reconsidérer quelques cartes tout de même. Et de dire effectivement aux juges, mais normalement les juges sur les processus de BMA, ils doivent être informés. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas pris, je pense, la mesure de ce qu'il faudrait modifier en droit, en civil. Et moi, je me souviens quand je me suis intéressé à la problématique de la gestation pour autrui, c'était bien, et Dominique Médecin on le sait bien, puisque c'était sur le problème dont il parle si bien, de la transcription d'état civil des enfants, donnée en 2007, accordée par la Cour d'appel de Paris, en niant le droit comme il était. C'est bien là-dessus que nous avons dit, mais le législateur, fait-il dans ce cas? Est-ce qu'il va dire quelque chose? Est-ce qu'il va laisser la jurisprudence faire pour lui, en considérant que, dépassé par les événements, il est capable d'avoir un avis, il est celui qui attend et que les choses se fassent de briques et de broc comme ça. Donc je pense que nous avons en France l'urgence de regarder ces questions. Je pense aussi que si on connaît les pays, moi j'ai vu avec la question gestation pour autrui, nous avons eu l'occasion de regarder de près des lois, des textes, des législations d'autres pays, dans lesquels l'accès au don, au donneur, est ouvert s'il y a une demande à 18 ans, à la majorité de l'enfant.
et des pays modernes, comme les nôtres, dans lesquels. Donc je pense que nous avons besoin, nous, de bouger. Et comment bouger dans un temps, je suis désolé de constater, où tout ce qui est progrès fait plus peur que suscite l'envie de comprendre, d'aller plus loin et d'encadrer. Voilà, c'est une vraie question. Moi, je peux dire quelques mots justement sur ce débat pour la levée de l'anonymat. J'ai beaucoup écrit sur le sujet, je suis absolument pour, avec des arguments strictement juridiques. Alors, peut-être qu'on y viendra ensuite, mais ce que je voudrais dire, puisque je ne me suis pas mieux placée que quiconque d'entre nous pour savoir, hors le droit, s'il faut ou non, lever l'anonymat. Simplement, je me suis aperçue, au fil des années, que bien souvent, les débats d'opinion sont faits d'arguments qui ne sont que des opinions. Donc on n'est pas dans le droit. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une seule chose qui n'est pas un débat d'opinion. Parce que c'est un constat, je pense que c'est le seul élément concret dont on dispose dans ce débat, c'est la souffrance des enfants qui sont nés sous anonymat, parce qu'aujourd'hui ils sont là, ils sont adultes, ils le disent. Et pour moi, en tout cas, c'est le seul élément incontestable du débat qui précède le débat juridique. Parce que finalement, le juriste, il est en musique, comme dit Françoise de Quevel, il entend des sons et puis il en fait des notes pour les insérer sur une gamme. La gamme, c'est le droit. Comment les insérer dans le droit, c'est plutôt raté en matière de planète, on le verra peut-être. Voilà, je vais dire simplement que le seul élément concret, intangible, indiscutable, c'est la souffrance des enfants qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder à leurs amis. La question des enfants nés de Tour de Gavel, je sais, qui est-ce qui est commun avec les enfants nés ceci, c'est un sujet que vous connaissez très très bien. De commun ou différent? Alors, je ne sais pas si je vais répondre directement, mais c'est un sujet d'enfer que celui-là. Pour plein de raisons. La première raison, c'est que j'ai eu vous parler de ça, une salle où il y a des hommes et des femmes. Ce qui veut dire que statistiquement, c'est pas impossible qu'il y ait des femmes qui aient abandonné un enfant. Il est possible que des hommes aient eu des enfants sans le savoir. Il est probable qu'il y ait parmi nous des parents adoptifs. Il est possible qu'il y ait parmi nous des personnes qui ont été adoptées. Et tout ce qu'on dit sur ce sujet risque à tout moment d'exploser dans la conscience de chacun. Parce que ça renvoie à des souffrances personnelles de celui qui entend. Et que donc c'est un sujet vraiment, vraiment explosif, hyper affectif dans sa réception. Je vais essayer de vous dire 4 ou 5 choses plutôt simples, mais qui peuvent peut-être vous surprendre, qui viennent à contre-pied, en tout cas, dans beaucoup de choses qui se disent couramment. On va commencer par l'accouchement sous X. Moi, je ne sais pas ce que c'est l'accouchement sous X. Ça n'existe pas. Je connais une loi qui dit qu'une femme peut accoucher sous le secret. Expliquez-moi comment cette loi qui dit qu'une femme peut accoucher sous le secret, avec prise en charge des frais de Jésus, depuis 1793, et avec la possibilité de ne pas laisser son identité, c'est-à-dire une petite ouverture sur le fait qu'elle ne peut pas dire qui elle est. Ce qui, au passage, dans la pratique des obstétriciens dans la salle, ne se révèle pas vrai, puisque malgré tout, on prend quand même quelques précautions quand la femme arrive, en règle générale, même si ses outils cachés ont gardé son identité. Et en rappelant aussi qu'une femme qui accouche sous X, comme on dit, puisqu'on mettait ça, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui exactement, sur le lit, au bout du lit, une femme qui accouche sous X peut tout à fait partir avec son enfant, aller le déclarer et aller l'élever. L'accouchement sous X, dont on parle là, c'est la bataille de Verdun. Je m'explique. Depuis, ça fait 18 ans que je préside la DPAO, qui a été constituée en 1978, lorsque la loi a permis d'avoir accès au dossier administratif par une femme remarquable qui s'appelle Adèle Blin. Depuis ce temps-là, dès que des gens disent mais il faut que les gens connaissent, il faut que ceux qui ont été privés de leurs origines connaissent leurs origines,
On a de notre côté immédiatement le drapeau de l'Académie de médecine qui se lève en disant oui, mais nous on a déjà déclaré qu'il ne fallait pas. Et puis on a le drapeau du planning familial qui se lève, je le dis d'autant plus que j'étais membre du planning familial pendant très longtemps, qui se lève en disant oui, donc c'est scandaleux le droit des femmes à respecter. Donc c'est une opposition de droit. On n'en sort pas. Alors pour s'en sortir, on fait un rapport parlementaire. Depuis 1990, on a eu quelques-uns de dernier mandat, c'est le rapport Barège. Alors on mobilise oui, il faut défendre le rapport Barège. Là, il ouvre une porte. Il y a eu le rapport, il y a eu le travail de Ségolène Royal sur le globe, il y a eu le rapport de Fabius, il y a eu, etc., etc. Donc ça mobilise les défenseurs. Donc en face, ça mobilise les opposants. C'est la bataille de Verdun, parce qu'après tout le monde retourne dans sa tranchée en attendant la prochaine bataille. On ne peut pas se sortir de ces questions si on raisonne sur ce schéma-là, et en particulier si on parle de l'accouchement sur X. Donc je vais essayer de parler d'autre chose, dont je rappelle quand même que l'accouchement sur X, ça n'est pas l'accouchement dans l'anonymat. La loi n'a jamais parlé d'anonymat, que je sache. Il y a des juristes ici qui sauront me démentir. Donc il faut parler d'autre chose. Il faut parler de cette énorme population qui a été privée de la connaissance de ses origines, soit parce qu'effectivement ils ont été trouvés sur un pas de porte, soit parce qu'effectivement une mère est venue demander l'accouchement secret, soit effectivement parce qu'une femme a accouché et qu'il a été dit qu'elle avait demandé l'accouchement secret, j'y reviendrai tout à l'heure, soit parce que l'administration a séparé l'enfant de ses parents, en vertu de la loi 1904, qui rappelle qu'un enfant qui doit bien traiter protection de l'enfance doit d'abord être séparé de ses parents et surtout pas pouvoir se retrouver avec eux à un moment donné. Donc ça a donné ce que vous savez au niveau des pupilles, c'est-à-dire 20 ou 25 placements de crainte que les parents puissent venir s'approcher, changement d'état civil, etc. Tous ces gens-là, une population énorme, a été privé de la connaissance de leur origine. Et c'est à ces gens-là qu'on dit non, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir, vous n'avez pas le droit. Et ça s'écrit dans les dossiers. Moi j'ai étudié 400 dossiers de la Somme entre 1904 et 1940. Vous avez des gens qui disent voilà, monsieur l'inspecteur, je voudrais savoir qui c'était mes parents. Et l'inspecteur dit on ne cherche pas, tu sais, tu n'as pas besoin, personne ne revient, je voudrais quand même savoir. Bon, écoute, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. Ah ben, et on voit la lettre de l'inspecteur, ou le rapport de l'inspecteur qui dit qu'effectivement il a retrouvé la mère, quelqu'un tel endroit. Et la réponse de l'inspecteur, votre mère n'est pas trouvable, mais vous savez, ne vous inquiétez pas. Des choses comme ça, il y en a pléthore. Donc, intéressons-nous à ceux qui ont été privés de la connaissance de leurs origines. On parle de souffrance. Sous le mot souffrance, je veux qu'il soit clair que je ne parle pas de gens qui se tordent de douleur par terre. Je parle de gens qui, dans leur vie, ont oscillé selon les périodes entre troubles d'existence et puis profonde souffrance, jusqu'au délire quelquefois. Et puis ça varie dans la vie, des moments de trouble, des moments de souffrance, des moments de forte activité, etc. Donc on a un échelonnement de trois, qui est lié à trois sources de souffrance. En tout cas, c'est ce que moi j'identifie. Et ce sont des sources très différentes, et c'est à partir de ça, je pense, qu'on peut travailler. Il y a une première souffrance qui est irrémédiable, qui est à jamais, quoi qu'il se passe par la suite. C'est la souffrance de la séparation avec la mère. Et je dis bien la souffrance de la séparation avec la mère. Pourquoi voulez-vous que des enfants séparés de leur mère aient un gène particulier qui ferait qu'eux n'auraient pas connu toute la vie intra-utérine, qu'ils n'en auraient pas mémoire? Pourquoi voulez-vous qu'un enfant qu'on a brutalement coupé de tout son système de communication, les odeurs, les sons, le battement du cœur, les rythmes de la mère, que cet enfant-là, pourquoi voulez-vous que d'un seul coup il ne soit pas dans un vide faramineux?
Cette souffrance-là, elle est portée à jamais. Et celui qui a retrouvé sa famille d'origine, celui qui est en relation même avec sa famille d'origine, etc., celui-là continue de porter cette souffrance-là. Au passage, vous ne m'entendrez pas parler de mère biologique. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une mère biologique. Il y a des femmes qui ont une histoire. Pourquoi voulez-vous que ces femmes ne soient pas aussi porteuses d'histoire intrafamiliale? Pourquoi voulez-vous que là où on admet que le transgénérationnel c'est quelque chose de très important et très puissant, pourquoi voulez-vous que ça ne fonctionne pas avec les enfants qui ont été abandonnés et plutôt qui ont été séparés de leur mère? Première source de souffrance, elle est celle-là. Elle est active. Et seule la personne peut s'en servir comme un moteur de vie. La deuxième, plutôt je voudrais dire la troisième source de souffrance, je dis la troisième parce que je dirais que la deuxième demeurait essentielle. Nous n'avons pas de mère biologique, les mères sont généalogiques, elles sont porteuses de l'histoire de leur famille, elles sont porteuses de l'histoire de leur lignée, et l'enfant en hérite. Ce qui veut dire que lorsqu'on met un enfant en famille d'accueil, ou qu'on met un enfant en adoption, et j'aime bien le débat que tout à l'heure qui rappelait que l'adoption c'est pas l'acte civil, l'adoption c'est l'acte psychique de l'enfant qui va adopter ses parents, des parents qui vont adopter leur enfant, et c'est vrai pour tous les enfants, et c'est aussi vrai pour les enfants qui sont dits adoptés, et c'est aussi vrai pour les enfants qui ont été placés dans les familles d'accueil. Combien de pupilles, combien de lettres de pupilles on retrouve des années 18, 20, 30, 40, et bien sûr plus tard, qui écrivent à leur famille d'accueil lorsqu'ils n'ont pas subi l'infamie des 10 ou 15 ou 20 placements différents dans leur jeunesse. Ma chère maman, je suis à tel endroit, je fais ci, je fais ça. Ça, excusez-moi. On va juste essayer d'être un peu concis pour que je donne aussi la parole à Madame Thierry et après aussi les questions de la salle. Je voudrais terminer les trois souffrances et puis le reste, on verra pas plus tard. Donc ces enfants-là sont en exil généalogique. Et je parle bien d'exil généalogique. Il y a des exils dorés, il y a des exils qui sont moins. Les familles d'accueil n'ont pas toujours été très agréables. Les familles adoptives ne le sont pas toujours. Il y a des enfants qui retournent à la zone. Il y a aussi des exils dorés, formidables. La deuxième source de souffrance, elle est là, parce que selon la nature de l'exil, on va avoir du trouble, on va avoir de la difficulté, on va avoir... Et la troisième, qui est celle, je dirais, qui aujourd'hui est celle sur laquelle on peut agir, c'est la maltraitance civile et sociale. Et la maltraitance civile et sociale, c'est celle qui commence par dénaturer l'identité de l'enfant. C'est celle qui commence par déplacer les lieux de naissance de l'enfant. C'est celle qui fait de l'enfant, dans son environnement, quelqu'un qui est un peu montré du doigt. C'est la pupille, ou télécharger de la vêture, ou bien c'est un adopté, même si ça se dit moi aujourd'hui. Or, la maltraitance civile et sociale, c'est cela, et c'est en plus, ce qu'a dit tout à l'heure André, le fait extraordinaire que les gens qui sont médecins, qui sont avocats, qui sont sociologues, qui sont terrassiers, qui sont éleveurs, qui sont adultes, qui ont des enfants, qui ont des familles, se voient traités par l'administration comme des mineurs en tutelle. Tu n'as pas le droit de savoir, c'est nous qui décidons pour toi. Le CNAOF n'a fait que confirmer cela. J'y reviendrai peut-être plus tard tout à l'heure. Oui, alors justement, on ne les a pas entendus et Rintéré dans son ouvrage, elle a écouté, et puis nous sommes en campagne ce matin, et la question était comment se dit qu'on est, dans la société française, on a une difficulté à entendre, est-ce qu'il fait qu'on a cette difficulté à entendre, à comprendre, et puis l'envie aussi pour moi, j'imagine comme pour vous tous, de savoir comment ça se passe ailleurs. Alors on va vous écouter. Beaucoup la façon dont, comme médecin impliqué sur ces questions d'assistance médicale à la procréation, justement, il contribue à la fois par ce forum, mais aussi par son activité, ses positions personnelles, à ce que justement il y ait plus d'humanité dans un domaine où quelquefois justement on a l'impression que c'est l'humanité qui devient le parent pauvre des progrès technologiques. Alors, moi je suis tout à fait, en effet, d'accord avec le fait que on doit partir des enfants nés de ces situations, que ce soit des enfants des sous-X,
les enfants abandonnés puis adoptés, les enfants nés d'assistance médicale à la procréation. Alors, ce sont des situations qui sont différentes. Hein. Vous venez d'entendre Claude Sajou, il a parlé de la souffrance de l'abandon, de l'exil généalogique de l'abandon. Dans l'assistance médicale à la procréation, je ne crois pas qu'on puisse parler d'abandon. Il n'y a pas d'abandon d'enfants et dans une situation où à aucun moment il y a ce problème-là. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me souvent dit, mais quel est votre problème? Vous n'avez pas à vous réconcilier avec votre propre histoire, avec l'histoire de votre naissance, puisque vous n'avez pas été abandonné. Et pourtant, il y a quelque chose de commun à ces trois situations, c'est que, avec les meilleures intentions, en pensant justement que les enfants n'auraient que gratitude, on a, dans tous ces cas, à des moments différents de l'histoire, organisé un effacement de l'histoire, de ce qu'on était en train de faire. Moi, j'ai été amenée à m'intéresser à ces sujets. En 1998, j'avais fait un rapport pour le gouvernement sur les consommations de la famille et le droit. Et j'avais évoqué la question de l'accouchement sous sexe. Et je ne connaissais pas tellement bien ce sujet, mais je pensais qu'il devait être posé. À cette occasion, une personne de mon école, une secrétaire d'un des centres de recherche de mon école, a pris contact avec moi, une personne assez âgée, près de la retraite, et elle a voulu me parler et m'expliquer pourquoi elle souffrait beaucoup du sentiment qu'il n'y avait aucune légitimité à quêter son origine. Elle-même avait appris très tard qu'elle avait été adoptée. Elle avait peut-être déjà 50 ans. Par hasard, comme ça arrive souvent, les secrets de famille s'épantent dans des très mauvaises conditions, mais elle avait toujours supposé, là aussi on connaît. Et en fait, elle aurait voulu savoir qui était sa mère de naissance. Et pourquoi est-ce qu'elle parlait avec moi? Simplement pour entendre quelqu'un qui lui dise qu'elle ne trahissait pas ses parents, qu'elle ne rejetait pas ses parents adoptifs, voilà, qui lui dise mais je comprends votre démarche. C'est humain ça de vouloir enlever le blanc qu'il y a sur l'histoire. Elle me disait, moi tout ce que je voudrais c'est simplement lui dire merci. Mais c'est peut-être aussi l'entendre dire un mot apaisant. Donc c'est à partir de là que je me suis rendu compte, en fait, pour ma part, je travaille sur d'autres sujets sur la famille, que l'effacement de l'histoire de l'enfant, prétendument pour son plus grand bien, était un vrai problème qui nous avait été légué par les années 60-70. Et que c'était étrange qu'au moment où ces enfants devenus adultes et qui ne veulent plus qu'on les appelle des enfants, là-dessus j'ai été très impressionnée parce qu'en entendant Audrey Gauvin, il y a déjà longtemps expliqué, mais arrêtez de nous parler toujours si on est des enfants, on est des adultes, on est des majeurs, et c'est tout à fait important de le dire. Donc comment ça se fait que quand une génération comme celle à laquelle j'appartiens peut être face aux conséquences de ces actes, incarnés par un enfant devenu adulte, qui dit « Vous l'avez fait pour moi, je vous remercie, je suis là, je suis très content d'être là, et en même temps, ce que vous avez fait, ça me fait souffrir, ça me pose des problèmes. » Comment est-ce qu'il est possible que, effectivement, on ne parte pas de là? C'est ça la question qui nous unit ici. Ailleurs, on a entendu ça. Et parce que sur l'assistance médicale à la procréation, au moins, dans tous les pays, au départ, on est parti dans une logique de secret ni vu ni connu, partout. Simplement, en Suède, en Suisse, en Autriche, en Islande, en Norvège, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Finlande, en Belgique, au Canada, dans toute l'Australie, etc. On a à un moment de dire, mais ça va pas ça. C'est pas possible de continuer à organiser comme ça des naissances d'enfants avec des dons de sperme, des dons d'ovocytes, et puis de maintenir dans des sortes d'armoires cadenassées toute l'histoire de ce qu'on a fait. Donc des pays ont été capables de se remettre en cause et d'entendre au fait que ce qu'ils avaient fait avec les meilleures intentions, eh bien qu'ils avaient peut-être pas vu toutes les coordonnées du problème. Et c'est ça que, je crois, les associations qui sont ici essayent de porter, c'est de faire comprendre que le récit qu'on s'était fait n'était pas le bon. Et moi, je pense que nous tous, nous devons écouter et être capables d'entendre où est le questionnement. Et moi, comme sociologue de la famille, il m'a semblé que ce qui me frappait le plus, c'était les malentendus persistants
qu'il y avait sur ce sujet. En gros, c'est comme si, quand ceux qui sont ici parlent, chaque fois, il y avait en face quelqu'un qui leur déniait ce qu'ils venaient de dire. J'ai entendu ça 1000 fois. Par exemple, vous avez entendu à cette tribune dire « Nous ne cherchons pas des parents, nous avons des parents ». Mais combien de fois, combien de centaines de fois ai-je entendu en face d'eux des gens dire « Ils veulent biologiser la filiation. Ils veulent trouver qu'ils veulent des parents biologiques. » Donc c'est incroyable la façon dont il y a une sorte de comme si les gens avaient, comment dire, je ne sais pas comment on peut expliquer ça d'ailleurs, ils avaient des autoroutes à la fois morales, conceptuelles, et les empêchaient d'entendre même la parole de ceux qui étaient en face. Alors, du coup, moi, c'est à ça que j'ai travaillé, à essayer de me dire où s'enracinent des malentendus pareils, qui sont vraiment des malentendus au sens où ils n'entendent rien de ce qu'on leur dit. Et pourquoi est-ce qu'ailleurs on l'a entendu et pas chez nous? Et je crois d'abord qu'il y a une différence, c'est qu'ailleurs, les pays que j'ai cités sont des pays qui, comme nous, étaient partis avec l'idée, eh bien, après tout, on fait des petites visites procréatives, ça a été oui, mais au bout du compte, il y a un père, il y a une mère, et puis il faut absolument que ça rentre dans le moule habituel. Ces pays se sont remis en cause parce qu'ils sont très attachés aux droits de la personne. Ils sont très attachés aux droits de l'individu, je dirais plus que nous. Et là, pour moi, qui suis plutôt de tradition et de culture républicaine, il y a un questionnement, c'est-à-dire des pays plus anglo-saxons que nous sont peut-être plus souples parce que justement ils vont toujours mettre les droits de la personne en premier, alors que nous sommes capables de sacrifier les droits de la personne à un modèle si nous pensons que ce modèle est juste. Et ça, c'est donc nous sommes plus lents à nous mettre en avant. Alors pourquoi est-ce que nous résistons et pourquoi est-ce que beaucoup de gens en France résistent à finalement cette demande qui n'est pas compliquée? Cette demande, elle consiste à dire je veux avoir accès à ma propre histoire. Je ne veux pas que mon histoire soit dans des armoires cadenassées dont les clés sont détenues par d'autres que moi. Et je veux pouvoir rejoindre l'humanité commune. Enfin, vraiment, des choses que tout le monde devrait, normalement, qui devraient entrer dans nos valeurs collectives. Alors, la première raison, je crois, c'est que on continue dans le débat français à toujours opposer comme deux valeurs complètement contradictoires le parent biologique et le parent social. Il faut toujours choisir entre les deux. Vous regardez tous les débats qu'il y a eu, préparation de loi bioéthique qui ont été votés l'année dernière, faute de non-rénovation, on pourrait dire. Chaque fois, on a opposé quel est le vrai parent? Est-ce que c'est le parent social ou est-ce que c'est le parent biologique? Vous devez choisir. Alors, si vous répétez ça, les gens sont tellement sûrs d'eux-mêmes quand ils s'opposent qu'ils ne peuvent pas entendre quelqu'un qui leur dit « mais moi je ne veux pas opposer ». Quand Audrey leur dit « mais moi je suis né de l'alliance justement de la coopération de mon donneur, de mes parents, l'un a procréé, l'autre n'a pas procréé ». Donc les personnes qui sont nées de l'alliance de valeurs que nous opposons, c'est comme si c'était tellement fort l'autoroute qui consiste à les opposer, ces valeurs, qu'on ne pouvait même pas voir ce qu'on a sous les yeux. Chaque fois qu'un couple demande un don de sperme, un don d'ovocytes, un don de gestation, ce couple allie au sein d'un même projet parental les deux valeurs que notre culture oppose. Ce couple dit, c'est très important de faire un enfant physiquement. C'est très important de transmettre la vie. Et d'ailleurs, un des deux dans le couple va transmettre la vie. Et ce même couple, dans le même projet, et c'est très important de pouvoir devenir parent, même sans transmettre la vie, parce que, par exemple, parce qu'on est stérile. Eh bien, donc, vous voyez, nous, ça est, en fait, au bout du compte, des enfants qui naissent de tout cela, ils demandent simplement à ce que les morceaux épars qui les ont fait naître soient rassemblés. Et c'est notre culture qui ne veut pas se mettre en question. Et tout simplement regarder ce qu'elle a sous les yeux, assumer ce qu'elle fait. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un premier problème. Une première raison, c'est les autoroutes conceptuelles, par exemple les oppositions, le biologique, le social, il faut choisir, comme si on était dans les conflits de paternité à l'ancienne. Hein. C'est vrai qu'autrefois, il y avait des conflits de paternité, c'est qui le vrai parent? C'est le mari ou c'est l'amant? Et là, c'est pas le problème.
c'est plus c'est celui-ci ou celui-là, c'est plus le ou bien. Les enfants ne sont nés que par la coopération des donneurs d'engendrement et du couple intentionnel. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau qu'il faut entendre. Et la deuxième chose que je voudrais dire, et ça sera tout, c'est que ces enfants, quand ils disent je cherche un visage, je cherche un nom, je cherche de l'humanité, on leur répond vous voulez de la biologie. Mais c'est incroyable. J'ai même entendu à une tribune dans un colloque que j'ai organisé face à un jeune Arthur, pour ne pas le nommer, Carl Lézette, qui expliquait donc cette recherche des origines. Un médecin lui dit mais vous voulez votre ADN, je peux vous donner votre ADN. Mais je m'en fiche de mon ADN. Je suis né d'une personne humaine. Je ne suis pas né d'un matériau de reproduction. Donc, ce qu'il faut entendre, ce qui est très important, je crois, c'est que nous avons, avec les meilleures intentions du monde, je dis nous collectivement, nous avons créé une catégorie d'enfants à part de l'humanité commune. La seule catégorie privée volontairement, justement, de toute réponse à la question qui, pour nous tous, quand même, est une question importante, à qui dois-je être né? Et quand ces personnes disent mais c'est difficile d'être privé de cette question, c'est difficile, on leur dit mais pourquoi ça vous pose problème puisque vous êtes aimé? Et là, moi j'ai beaucoup passé de temps à essayer de réfléchir à ça. Pourquoi ça fait souffrir de ne pas pouvoir avoir de réponse à cette question alors même qu'on n'a pas été abandonné, alors même qu'on est heureux d'être là, alors qu'on aime ses parents, etc. Bien, je crois que ça nous ramène à des questions anthropologiques majeures, qui sont que dans la vie, il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que la relation immédiate, il y a la transmission. Les sociétés humaines, elles lient les vivants aux morts, aux ancêtres, à ceux avec lesquels on n'aura jamais de relation directe, et ceux qui ne sont pas encore nés. Et avec la transmission de la vie, à travers les systèmes de parenté, combien d'entre nous sont attachés à la mémoire d'ancêtres qu'ils n'ont pas vu? Si ces ancêtres ont souffert, s'ils ont été persécutés, nous nous sentons comptables de maintenir la mémoire de cela, de vouloir la justice pour eux, même si nous ne les avons jamais vus. Donc, vous voyez, derrière la question de l'origine, c'est pas trouver le point de départ. Tout le monde sait très bien qu'à un moment, les lignées, ça se perd dans la nuit des temps. Mais c'est pouvoir mettre sa vie dans cette longue chaîne où le monde humain a commencé avant nous, continuera après nous, et nous devons y passer notre vie. Nous n'avons pas le droit de priver des enfants ou des personnes quelconques de situer leur vie, c'est-à-dire leur mort, comme la nôtre, comme nous tous, dans cette chaîne qui donne sens à notre mortalité, parce que nous savons que le monde a commencé avant nous et qu'il continuera après nous. Alors bien sûr que ces enfants ont des parents qu'ils ont fait naître. Il ne s'agit pas de faire transformer les donneurs en parents. Hein, mais il s'agit de dire que, puisqu'il a fallu plus de personnes, en quelque sorte, voilà, non pas 2 personnes, mais quelquefois 3 personnes, et même quelquefois 4 personnes pour qu'un enfant vienne au monde, eh bien, c'est notre devoir de dire que pour reconstituer son identité, un enfant doit pouvoir reconstituer eh bien, justement les différentes lignées qui lui ont permis d'être là. Et si c'est un tout petit peu plus compliqué, pensez simplement à une chose, est-ce que ça n'est pas un droit pour tout enfant de pouvoir être autorisé, par exemple, à ne pas enfanter lui-même avec la personne dont il est né? Eh bien, quand nous privons ces enfants d'accès à leurs origines, nous les privons même de la question de l'interdit de l'inceste. Michel André, avant de donner la parole à la salle, et je cite aussi que Valérie Levasseur a envie de prendre la parole. Je pense que ce que dit Valérie est tout à fait important, et c'est un petit peu sur un sujet qui est la gestation pour autrui, sur ce sujet-là que certains parlementaires avaient pris parti. Alors, est-ce que c'est une bataille de Verdun dans laquelle la bataille a eu lieu, le rapport a été déposé, les pour se sont mobilisés, les contre aussi. C'est terrible cette affaire Verdun.
d'ailleurs. Mais je pense que aussi longtemps que nous ne pourrons pas regarder la question comme Yann Terrier l'a posé, c'est-à-dire les meilleures intentions nous en souffrir, je pense qu'elle se posera. Nous avons perdu, nous, ceux qui voulaient bouger sur la question de la gestation pour autrui, légaliser pour l'encadrer, pour ne pas laisser des couples s'en aller, avec beaucoup de difficultés, parfois beaucoup d'argent, dans des pays où elle est légale, avec des difficultés sans nom pour transférer à l'état civil, et condamner des jeunes gens à l'éternel problème de la nationalité qui sera la leur, alors que le pays où la femme a porté un enfant, a organisé cela de manière claire, transparente, je pense que nous avons perdu cette bataille, c'est clair. Et lorsque Yann Terrier parle des lois de bioéthique, la révision des lois de bioéthique, moi je ne dirais pas c'est sur place, dans certains sujets, sur certains sujets, c'est une vraie régression. C'est une vraie régression. C'est bien ce qui fait peur. C'est la raison pour laquelle aussi je pense qu'il ne faut pas arrêter la bataille. Faut-il la prendre autrement? Certainement. Mais nous devons remettre sur le métier, quitte à remettre une bataille en route, en pensant que ces problèmes-là, autour du secret, sont liés. Et curieusement, comme dans les pays dont on parle, qui ont autorisé, qui ont regardé en face la question, curieusement, on retrouve, moi j'étais à Bamako il y a quelques temps, sur une problématique de code civil, de droit de la famille, où on trouve avec d'autres arguments les mêmes problématiques de quelque chose qui s'appelle la transmission. Voilà, donc je pense que nous n'avons pas gagné, mais il faudra en faire une autre bataille. Oui, allez-y André. Michel André, la bataille, on va reprendre effectivement autrement, on va la reprendre au niveau judiciaire cette fois-ci, puisqu'on a parlé de souffrance, on a parlé de légitimité, d'accès aux origines, etc. C'est vrai qu'il y a souvent des débats d'opinion sur ces questions, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a un droit pour toute personne d'accéder à ses origines, d'accéder à l'identité de ses géniteurs, qui est reconnu régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme. La France, dans un arrêt de juin 2011, s'est fait condamner pour n'avoir pas respecté l'intérêt vital qu'a toute personne d'accéder à ses origines personnelles. Ce droit est consacré par les traités internationaux ratifiés par la France, qui sont des normes supérieures aux lois françaises. Donc l'anonymat consacré en droit français doit s'effacer au profit de cette norme supérieure. Et donc je vous le disais, plusieurs recours ont été introduits en droit français, vont bientôt être tranchés par les tribunaux sur ce fondement-là, et sur également le refus des banques de sperme de délivrer toute information, quelle qu'elle soit, aux personnes issues d'un don, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si une personne issue d'un don demande si son frère ou sa sœur est issu du même donneur qu'elle, on lui répond que ça ne vous regarde pas. Quand on demande également quels sont nos antécédents médicaux, alors que ces données sont conservées au sein d'une banque de sperme, on refuse en toute illégalité de délivrer ces informations, alors qu'il n'y a aucune interdiction en droit français. La seule interdiction qui existe en droit français, c'est de divulguer une information qui permet d'identifier à la fois le donneur et le receveur. Et les personnes issues d'un don ne sont ni donneuses ni receveuses. Vrai, mais je préférerais que la société française fût assez mature pour analyser les choses comme l'a fait Yann Terrier, plutôt que d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a deux voies, mais la voie raisonnable et rationnelle me paraît plus facile. Nous avons essayé à la voie législative, vous le savez très bien, c'est bien parce que nous n'avons pas été entendus qu'on se retrouve aujourd'hui devant les tribunaux. Pour la suite de ce qui vient d'être dit par Yann Terrier et par Audrey, la loi qu'on appelle la loi bioéthique, c'est-à-dire la loi relative qui encadre, la loi qui encadre l'assistance médicale à la procréation, a été révisée très récemment, en juillet 2011. Et cette loi, finalement, n'a fait, à mon avis, sur ces questions, que marquer davantage des incohérences qui étaient déjà les siennes. Alors, juste deux points. La médecine, aujourd'hui, vous savez tous, s'oriente vers la prévention. À tel point qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne, pour des raisons médicales, se prête à un examen génétique, même si elle-même ne souhaite pas en connaître le résultat, parce qu'elle a changé d'avis entre-temps, elle préfère ne pas savoir. Si le résultat met l'accent, révèle une anomalie quelconque, elle est tenue d'en informer ceux qu'on appelle sa parentèle, c'est-à-dire les personnes qui sont génétiquement, il faut bien dire, liées à elle,
et qui ont tout intérêt pour prévenir une éventuelle maladie similaire à connaître le résultat de cet examen. Donc, en même temps qu'on prononce, qu'on crée cette obligation, on maintient les enfants qui, eux, n'ont pas le droit à ce genre de... On maintient ces enfants, ces adultes et ces enfants dans la situation de ceux qui n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit à cette prévention. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que Irène Théry, vous parlez finalement de ce... Vous employez le mot d'opposition anthropologique entre nos deux valeurs, et cette opposition, on la retrouve, cette contrariété dans la loi. Parce que, du point de vue de la loi, on a voulu copier, assimiler la filiation des enfants nés des gamètes sur la situation des enfants nés des forces reproductives de leurs parents. Et ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'on a tronqué l'état civil de cet enfant, de ses enfants et de ses enfants devenus adultes. Qu'est-ce que c'est que l'état civil? C'est un ensemble d'éléments, tout simplement, qui identifie une personne, qui l'individualise au sein de la société, puis plus strictement au sein de sa famille. Mais aussi, c'est un ensemble d'éléments qui vont la renseigner sur elle-même. Or, l'enfant qui lit son acte d'état civil, peu importe que ce soit l'extrait d'un acte complet aujourd'hui et qui est né d'un don gamète, va penser qu'il est né des forces reproductives de ses parents. Et c'est là où je ne développerai pas plus, sauf ce forme de réponse si vous le souhaitez à vos questions. Il y a une incohérence et surtout, l'état civil d'une personne est indisponible. On n'a pas le droit d'en disposer comme on le fait actuellement. De façon courte, parce que je pense que d'autres vont rajouter quelque chose. Il ne faut pas confondre le mystère de la vie et le fait que les médecins séquestrent les données. C'est quand même tout à fait différent. Je suis tout à fait d'accord avec vous que le grand mystère de la vie, vous ne le connaissez pas, moi non plus. Par contre, l'identité du donneur, les médecins la connaissent. Donc il ne faut pas tout mélanger tout de même. Deuxièmement, une fixette. Premièrement, il faut bien parler, ça arrange tout le monde qu'on se teste. C'est vrai, mais c'est bien pratique, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas une fixette, c'est humain, c'est tout. Comment voulez-vous avancer dans la vie si on n'a pas les deux pieds qui touchent par terre? Et juste pour revenir tout à l'heure sur le sujet précédent, je suis médecin, je peux me permettre de le dire, je trouve que le législateur a quelquefois bon dos. Encore une fois, ce sont les médecins qui ont mis en place tout ça. Il y avait une proposition, le projet de loi Bachelot initialement consistait, pour les personnes déjà nées d'un don, permettait de voir interroger leur géniteur, pour savoir s'ils souhaitaient ou non lever son anonymat. Ça n'est pas de la rétroactivité. Beaucoup de parlementaires même utilisé ce terme qui est impropre juridiquement, puisqu'il n'y a rien de rétroactif dans le fait d'interroger à ce jour un donneur pour savoir s'il souhaite lever son anonymat pour l'avenir. Ça n'est pas de la rétroactivité. Il faut rappeler que l'État français ne s'est pas embarrassé de poser la question aux donneurs d'avant 1994 pour inscrire l'anonymat qui n'existait pas dans la loi en 1994, pas plus qu'il ne s'est soucié d'interroger les donneurs lorsqu'ils ont passé de 5 à 10 le nombre d'enfants susceptibles d'être conçus avec leur gamète. Et encore une fois, interroger un donneur, ça n'est pas réveiller chez lui, comme peut-être pour les femmes qui épousent ceci, que c'est un souvenir douloureux, un abandon d'enfant. A priori, les donneurs n'étaient pas en état de nécessité, ils ont choisi de donner, et on peut très bien leur poser la question, et dans la mesure où leur consentement n'était pas éclairé à l'époque, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il faut leur demander ce qu'ils souhaitent. Alors de la même manière, en préparant cette table ronde, j'ai croisé dans beaucoup d'articles ce fait, alors je ne sais pas si c'est avéré ou pas, on rappelle qu'il y a eu beaucoup de temps dans les années 70, beaucoup de médecins aussi, et qu'aujourd'hui il y aurait une sorte de trouille bleue de la part des médecins si on levait... Est-ce que vous en pensez votre? Est-ce que c'est quelque chose de réel ou pas? La baisse des dons, c'est ça que vous avez au contraire, c'est-à-dire qu'on a peur aussi de lever l'anonymat parce que parmi les donneurs, il y avait beaucoup de médecins. Oui, c'est avéré. Je l'ai rencontré plusieurs. Je ne sais pas exactement comment ça se passe à Strasbourg, mais
Des témoignages de médecins qui ne sont plus des étudiants en médecine et qui nous disent à l'époque, j'avais donné mon sperme contre un ticket resto U. C'est comme ça, c'était comme ça, c'était avant, c'est tout, on n'est pas là pour remuer des choses. C'était comme ça, on n'avait pas de consentement éclairé, c'est une chose. Mais on peut comprendre qu'effectivement ces jeunes étudiants en médecine des années 75-80 ne sont plus étudiants en médecine aujourd'hui. Ce que j'ai entendu quand j'étais interne dans les années 75, il y avait déjà tout ça. Il y avait déjà depuis longtemps tout ça. Mais les anciens racontaient que certains médecins soit donnaient leur propre sperme, soit payaient des étudiants en médecine et c'était des récits relatifs à une situation qui était 20 ans antérieure. Alors, donc, c'est possible que ce soit produit, mais je pense que ça a été quand même jusque dans les années 60-65 et qu'après, ça a dû devenir extrêmement marginal. Alors, jusqu'en 1976, à la banque de sperme de Necker, les donneurs étaient invités à ne pas se présenter plus de 6 fois puisqu'il y avait un risque de consanguinité et ils percevaient à chaque don la somme de 100 francs, ce qui correspond aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat à 88 €. C'était qualifié d'indemnité de déplacement et ces donneurs étaient recrutés à la faculté de médecine de Necker, c'est-à-dire à peu près à 100 mètres du lieu de la banque de sperme. Effectivement, le déplacement valait bien au moins 88 €. Et je connais des donneurs qui ont donné à Necker 6 fois, pas plus, parce qu'après il y avait un risque de consanguinité, mais qui m'ont quand même avoué avoir ensuite donné dans le privé, c'est-à-dire dans des cabinets gynécologiques privés également rémunérés, et puis également au Kremlin 17. Oui, je voudrais me faire aussi l'avocat du diable, c'est-à-dire je vais défendre les médecins. Parce que quand même, il me semble que c'est vrai qu'on a ressenti une certaine défense de la part de l'Académie de médecine dans les débats récents. En même temps, il faut quand même bien avoir en mémoire que le développement de l'assistance médicale à la procréation, ça a été des médecins qui ont bravé des interdits sociaux importants. L'insémination dans les cabinets des gynécologues, ça existe depuis le 19e siècle, hein. Mais c'était toujours condamné par la société. Et je crois qu'il faut se souvenir qu'il a fallu du courage dans les années 70 pour les premières banques de sperme, etc. Et donc, moi, quand je vois les médecins qui aujourd'hui arrivent près de la retraite, je n'oublie pas ce temps-là où ils ont bravé leurs collègues, qui considéraient que c'était pas de la vraie médecine, et tout ça, parce qu'ils n'avaient pas encore vu le développement technologique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tous les débats qu'on a aujourd'hui nous viennent de quelque chose qui est quand même assez formidable. Moi, j'ai pris conscience de à quel point c'était formidable en travaillant, je mets des enquêtes dans les centres d'assistance médicale de procréation à Marseille, et où dans la salle, il y a une salle où il y a des sages-femmes qui mettent au mur, je ne sais pas si ça se fait ici, tous les faire-part qu'elles reçoivent. Et je me suis toujours dit, le jour où je verrai un nouveau bouquin, je prendrai une photo de ce mur. Il y a tous ces bébés en disant, mais n'oublions jamais qu'au départ, il y a eu de la part des médecins et de la société qui les a accompagnés quelque chose de nouveau, de formidable. C'est-à-dire une réponse à la tragédie de la stérilité qui n'existait pas avant, même s'il y avait d'autres façons, qui était d'organiser justement sans sexualité quelque chose de nouveau. Voilà. Le don d'engendrement. Alors pourquoi c'est très important? Parce que je crois que la situation où on est en France, c'est qu'on ne valorise pas assez, tout simplement, d'avoir été capable d'inventer ça. On reste très tributaire du temps où c'était quelque chose qui était à la limite morale et tout ça. Alors on dit, mais les donneurs, c'est quand même formidable, c'est un acte altruiste de donner sa capacité procréatrice pour que d'autres puissent avoir un enfant. Bon, le bonheur des gens qui ont ces enfants, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est parce que pour moi, c'est le lien avec entre la question du secret, celle de la gestation pour autrui, c'est pas évident de voir le lien. Pour moi, il y a dans la réticence face à la gestation pour autrui et face à l'accès aux origines, il est lié, c'est-à-dire beaucoup de nos concitoyens n'arrivent pas à vraiment concevoir que
qu'on puisse donner, de donner sa capacité procréatrice pour d'autres. Et en particulier, il n'arrive pas à concevoir qu'une femme puisse faire ça. Et derrière les débats sur la gestation pour autrui, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est impensable qu'une femme puisse vouloir être enceinte pour que d'autres aient le bonheur d'avoir un enfant. Ces personnes, et donc on s'explique que c'est des esclaves, elles sont poussées par le besoin, etc. Moi j'ai fait l'effort de rencontrer des mères porteuses. Avec Dominique, nous en avons reçu récemment, au mois de septembre, ensemble, qui étaient venus des États-Unis. Quand on leur dit, vous savez, ici on considère que vous êtes des esclaves, parce que vraiment, et elles aimaient, elles riaient, elles aimaient. Rien ne m'a autant valorisé dans ma vie que le bonheur de ceux à qui j'ai rendu leur enfant. Elles n'avaient pas abandonné l'enfant, elles leur avaient rendu l'enfant. Donc il faut qu'on fasse, je veux dire, on est parti à partir de, c'est vrai, de la souffrance, mais il ne faut pas oublier que ce qui est ralent, c'est qu'il y a une souffrance qui pourrait ne pas exister. Parce qu'au départ, quand même, dans l'essence de la procréation, il n'y avait que du bonheur. Et si on l'assumait comme tel, si on l'instituait comme tel, eh bien, on pourrait faire encore un pas vers un peu plus de bonheur. Alors, Costa Chouvel, et puis on retourne aussi dans la salle. C'est le temps de parole, n'hésitez pas. Très rapidement sur deux choses. Une réponse à M. Nizan sur ce que disent certains psychanalystes. Et puis sur la nature du débat qui est en train de se développer. Les amis de la PMA savent combien je défends la même bataille qu'eux et combien je suis convaincu de l'importance pour les enfants de la PMA d'avoir accès à leurs origines. Je l'ai dit tout à l'heure, ça relève de la maltraitance civile et sociale. Et simplement, je veux aussi qu'on se souvienne d'une chose, c'est que aujourd'hui, il y a à peu près 1 million de personnes, et non pas 400 000 comme on entend dire, qui se sont vus déposséder de leur connaissance au travers l'abandon, au travers l'accouchement sous X, entre guillemets, etc. C'est un nombre faramineux. Ces gens-là vivent aujourd'hui. Ces gens-là ont 50, 60, 70, 80, 40, 20 ans. Ils sont vivants. Et la bataille est d'autant plus importante qu'on voit remonter actuellement le nombre d'abandons sous prétexte d'accouchement sous X. Parce qu'on est dans une période qui commence à devenir un peu tendue au niveau socio-économique. Et qu'avec la misère, on va remonter ça. Les défenseurs de l'accouchement sous X remontent en ligne parce que derrière, il y a un marché. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, une chose à laquelle on le tient beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il y a cette souffrance et pourquoi il y a ce trouble, ce malaise? Et pourquoi, contrairement à ce que j'ai souvent entendu dire aussi, de psychanalyse ou de pédopsychiatre qui étaient mêlés à tout ça, pourquoi est-ce qu'il y a cette exigence de connaissance? C'est qu'un enfant qui a été abandonné, un enfant qui a été dépossédé de son identité, de la connaissance de sa naissance, des éléments de sa naissance, cet enfant-là vit un réel tronqué. Toute sa vie, il vit avec des gens qui sont ses parents adoptifs, ou sa famille d'accueil, etc. Et ça n'est pas son rêve. Et il faut qu'il nomme cela son rêve. Car il y a une partie de lui-même qu'il ne sait pas. Et qui sait qu'il ne sait pas. Car la dernière chose que je veux dire, c'est que le débat sur faut-il leur dire ou pas, c'est aussi vrai pour la PMA. Soyons très clairs. Ça se sait toujours. Et quand les révélations sont tardives, c'est désastreux pour les individus. Ce sont 3, 4, 5 ans de dépression nerveuse. Quand ce n'est pas des tentatives de suicide fort avancées, je pourrais vous donner des tas d'exemples. Oui, Michel. Je voudrais, ça va changer un peu du sujet, mais poser cette question sur le sujet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2007, une loi du ministère de l'Immigration avait apporté dans le débat la nécessité des tests ADN pour permettre des regroupements familiaux. Il y avait eu un débat, moi j'étais à l'époque à la commission des lois, assez surréaliste, je le résume parce que à la fin il était assez pathétique. Donc le Parlement, l'Assemblée nationale amène cet amendement, le gouvernement prend des deux mains, n'avait pas sans doser le mettre lui-même, donc là, un petit peu commandé, et nous, la commission des lois, nous nous élevons vivement sur le sujet, d'autant plus que l'argumentaire du ministre était de dire, comme ils n'ont pas d'état civil dans ces pays, suivez mon cas, de l'autre côté, en Afrique, nos anciennes colonies d'ailleurs, on se demande pourquoi on n'avait rien fait pour eux pendant tout ce temps, ils n'ont pas d'état civil. Comme il n'y a pas d'état civil, alors on se méfie a priori, ils sont pas sincères, donc on va faire un test ADN.
tout le monde a protesté en disant, attendez, en fait, ses collègues, beaucoup de collègues ont dit, non, on parle, ça c'est insupportable. Et il y a eu un collègue masculin qui nous a fait cette remarque en disant, voilà, c'est terrible. On a dit, bon, l'allié, ceux qui étaient réservés sur les principes. Mais celui-là, il avait seulement peur que ce soit la ADN du côté du père, parce qu'il avait peur qu'on découvre que peut-être il n'était pas le père de ses enfants. Donc c'est juste pour vous dire qu'on vient quand même du côté d'un certain nombre de collègues, on peut avoir à se poser des questions. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir sortir de soi-même assez loin pour réfléchir à cette question, dans la mesure où on ne doit pas réagir que sur son histoire propre, son émotion ou sa situation personnelle bien entendue par le commentaire, mais bien essayer de voir l'opinion et comment les choses ont évolué. Et moi, je voudrais dire là, il me semble que l'opinion de ce sujet, elle n'est pas en retard. Ceux qui sont en place, c'est quelques intellectuels, ou une couche sociale qui prend les politiques, c'est pas l'opinion, c'est pas la. Évidemment, il y a quelques années, au lancement de l'association, il fallait absolument, vis-à-vis de nos détracteurs, avoir cet ancrage des personnes issues de dons qui ne réclamaient pas de figure paternelle, qui ne réclamaient pas de parents. Et on nous mettait souvent en opposition justement avec les enfants issus de dons aux États-Unis, qui vivaient pour beaucoup dans des familles monoparentales ou des familles de couples de femmes. Et ça nous desservait franchement. Donc on est resté justement aux enfants issus de dons de l'AMP, de parents infertiles. C'est une situation différente. Les familles monoparentales ou les femmes homosexuelles ne sont pas infertiles. Ce qui est intéressant dans l'anonymat, dans ce que les médecins ont mis en place en disant que le don devait être anonyme, c'est justement qu'il fallait préserver la fonction paternelle, préserver le papa. Et pourquoi le préserver? Parce que derrière, en amont, il y avait la souffrance de l'infertilité. Donc nous, il a toujours resté dans ce cadre-là. Les personnes issues de dons dans l'association, un papa et une maman, ne sont donc pas en quête de figure paternelle. Toi, mon point de vue est différent. Je veux dire, je ne dirais pas pour une association. Simplement, dans le commentaire, on ne peut pas ne pas remarquer qu'il y a un lien entre le fait de lever l'anonymat, ce qui encore une fois, l'expression est trop rapide. C'est quand on permet à l'enfant, une fois majeur, s'il le souhaite, d'avoir accès à l'identité du donneur. Il y a toujours l'anonymisation des parents. Il y a un lien entre les pays qui ont fait ça, sont également des pays qui ont ouvert l'accès à l'AMP, aux couples de même sexe et aux personnes seules. Et donc moi je me suis posé la question, quel est le rapport entre ça? Et bien je crois qu'il est assez simple, c'est-à-dire qu'en France, on interdit la levée de l'anonymat parce qu'on campe sur un modèle, comment j'appelle, thérapeutique, qui veut dire que, en fait, quand on fait un enfant à 3, on fait comme si on l'avait fait à 2, avec des gamètes, un matériau qui serait des gamètes fonctionnelles pour remplacer des gamètes dysfonctionnelles. Voilà. Et donc, le modèle français, c'est un modèle où on fait comme si l'enfant était né de 2 personnes, plus de gamètes, et non pas de 3 personnes. Et c'est à partir de là, ce modèle thérapeutique, qu'on explique que bien sûr, 2 femmes ne peuvent pas faire un enfant ensemble, donc elles ne peuvent pas avoir accès à l'assistance médicale à la procréation. Les pays qui assument au contraire que nous avons inventé une nouvelle façon de mettre des enfants au monde par la collaboration entre un donneur ou une donneuse d'engendrement qui procrée, mais pour que d'autres engendrent. Et d'un coup, l'un procrée, l'autre pas, mais les deux engendrent un enfant, c'est un peu compliqué à dire, mais c'est quand même ça. Donc, ces pays trouvent assez logique que 2 femmes puissent, ou 2 hommes puissent avoir accès à ces nouvelles façons de faire un enfant, où justement, on ne confond pas engendrer et procréer. Donc, il y a bien un lien. Merci beaucoup pour ce moment d'échange qui aurait pu être effectivement beaucoup plus long, mais vous avez choisi des journées, des sujets et
Mais je suis interpellée par la question à la fois de l'anonymat et de la gratuité, parce que la France, avec sans doute des très bonnes intentions, a fondé tout son dispositif de dons, que ce soit les dons du sang, les dons d'organes, les dons de vocite, les dons de sperme, sur la gratuité. Et la question est intéressante parce que quand on regarde la situation de certains pays de l'Union européenne, nos voisins, on voit bien que la plupart en ont fait de l'échange marchand. Moi je connais des femmes qui vont en Espagne pour vendre les ovocytes et qui disent qu'elles le font clairement. Donc ce que nous avons cherché lorsque nous avions travaillé sur la question de la gestation pour autrui, c'était de faire un peu du droit comparé, de voir ce qui se passait dans les pays voisins. Et nous espérions faire avancer le débat avec cette histoire d'Europe. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que les situations sont très disparates. Quand on regarde les Anglais, la Grande-Bretagne a légalisé la gestation pour autrui en 1985 pour arrêter les dérives financières autour du problème, sans s'occuper de mères biologiques, d'ovocytes, de dons de sperme, et regrette aujourd'hui d'avoir fait aussi vite, mais elle voulait limiter les problématiques parce que la communauté, les femmes de la communauté elles portaient des enfants avec pour d'argent sans aucune difficulté morale pour le faire certaines femmes. Donc on est là dans un ensemble, un mouvement dans lequel je pense que nous avons l'obligation d'évoluer positivement. Parce que si on considère la question du droit des femmes, j'en ai été la ministre quelques années et précédemment j'ai occupé la responsabilité de la présidence de la délégation des droits des femmes du Sénat. La question du droit des femmes, rappelez-vous, on est dans cette salle sans doute assez nombreuse pour avoir mené ces combats, même si c'était à la fin entre 1975 et 1979. Quand nous nous sommes battus pour la contraception et pour l'IVG, c'était bien pour le droit de choisir ce que nous voulions. Rappelez-vous, la revendication, c'était mon utérus m'appartient. C'était un enfant si je veux, quand je veux. La problématique aujourd'hui, c'est quand on ne peut pas, comment la médecine a été remarquable à inventer des solutions. Quand on regarde les films des années 75, c'est exceptionnel de pouvoir revenir sur les stérilités avec l'intelligence et la lucidité humaine qui accompagnait. Alors, s'il y a eu des médecins qui ont dérivé, on ne peut pas condamner tous ceux qui ont fait avancer la situation. Et les filles du planning familial, votre expression tout à l'heure m'a amusé parce qu'effectivement, du côté du planning familial, moi j'ai rencontré de violentes obstructions sur la gestation pour autrui pour une problématique d'indisponibilité du corps, à qui j'ai rappelé que quand on se battait sur mon utérus m'appartient, c'est j'en fais ce que je veux, au fond. Et si je considère que je peux porter pour une autre femme un enfant qui fera le bonheur de cette famille, et sans anonymat, pour les mères porteuses, on est sûr qu'il n'y a pas d'anonymat. C'est parce que les parents se connaissent, et les témoignages dans ce sens existent. Je pense qu'il faut continuer le débat, il faut le faire raisonnablement, il faut le faire presque sans se heurter les uns aux autres, parce que c'est dans la controverse, elle peut être parfois fructueuse, elle peut être tout à fait terrible de conséquences, et elle peut être comme un jugement, moi je vous dis complètement dans la santé de certains qui pensent qu'ils pourraient s'ériger sur les autres pour est-ce qu'il y a un droit à l'enfant, non? Et si on considère dans un projet de vie qu'un enfant fera votre bonheur, au fond, on est dans son choix individuel, dans une société comme la France, on est des individus qui pourront, je connais des femmes qui ont dit, moi j'avais l'enfant, je n'en veux pas. Et d'autres qui disent, moi j'en veux, parce que je considère que c'est comme ça chacun. Alors on ne peut pas juger ça. En tout cas, nous, législateurs, on a parfois à lever la main ou pas pour sur des sujets sensibles. Ce que vous faites éclaire aussi ces débats, parce que je pense que nous évoluerons dans notre domaine. Si la période n'est pas au progrès, nous faisons merci. Je voudrais, en retournant à tous, remercier infiniment les orateurs parce qu'ils nous ont éclairés avec beaucoup d'humanité et beaucoup de sagesse. Je voudrais tout particulièrement remercier Nadia Aubin, qui est la directrice du forum et qui a animé cette table ronde et qui a aussi, vous l'avez vu, réalisé toute l'organisation.
l'organisation et même la mise en forme du Forum européen. Merci Nadia et merci à toute ton équipe.